pendant que j'étais en déplacement pour le travail, ma sœur et son petit ami ont emménagé chez moi et ont jeté toutes mes affaires. Elle m'a envoyé un texto, « Tu es riche et nous avons besoin d'un logement. Je suis sûr que ça ne te dérange pas. » 3 jours plus tard, ils ont appelé, paniqués. Je me tenais dans la salle d'embarquement de l'aéroport international de Portland, regardant les avions circuler sur le tarmac alors que l'aube se levait sur la ville. Mon téléphone a vibré, un texto de mon patron confirmant les détails de notre conférence pharmaceutique de 3 semaines à Boston. En tant que directrice de recherche principale pour une entreprise de biotechnologie, ces voyages faisaient partie du travail. Mais quitter ma maison me rendait toujours un peu anxieuse. Je possédais une belle maison de style craftsman dans le quartier de Hawthorne, une propriété que j'avais économisée pendant des années pour acheter, et elle représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé depuis mon déménagement à Portland 10 ans plus tôt. Ma sœur cadette, Vanessa, vivait depuis 6 mois dans un studio exigu de l'autre côté de la ville avec son petit ami Julian. Chaque fois que nous parlions, elle se plaignait de leur situation de logement, laissant entendre que j'avais beaucoup de place et que j'utilisais rarement toutes mes chambres. J'avais dévié ses suggestions avec des excuses polies, sachant que Vanessa avait l'habitude de profiter de la gentillesse et de transformer des arrangements temporaires en impositions permanentes. Notre mère m'avait mis en garde contre ce schéma des années auparavant, racontant des histoires où Vanessa empruntait de l'argent qui n'était jamais remboursé et s'incrustait lors des réunions de famille jusqu'à ce que quelqu'un lui demande enfin de partir. L'hôtesse de l'air a appelé mon groupe d'embarquement, et j'ai pris mon bagage à main, repoussant les pensées de Vanessa. J'avais verrouillé toutes les portes, activé le système d'alarme et demandé à mon voisin Jeffrey de vérifier le courrier et d'arroser les plantes. Tout était en sécurité. Ma maison serait exactement comme je l'avais laissée à mon retour dans 3 semaines. Boston m'a accueilli avec un air humide et des rues bondées. L'hôtel de la conférence était une structure de verre imposante dans le quartier financier, et mon emploi du temps était rempli de présentations, de tables rondes et de dîners de réseautage. Le 2e jour, j'ai prononcé un discours d'ouverture sur les traitements émergents pour les maladies auto-immunes, et la réaction a été extrêmement positive. Des collègues de tout le pays m'ont approché par la suite, discutant de collaborations potentielles et d'opportunités de recherche. Je me sentais stimulé par le travail, reconnaissante d'avoir une carrière qui me mettait au défi et m'épanouissait. Ce soir-là, je suis retourné dans ma chambre d'hôtel et j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait 3 appels manqués de Vanessa et un texto qui m'a glacé le sang. « Salut sœurette, Julian et moi avons emménagé chez toi aujourd'hui. Tu es riche et nous avons besoin d'un logement. Je suis sûr que ça ne te dérange pas. On a apporté toutes nos affaires et on a débarrassé une partie de tes vieilles camelotes pour faire de la place. Merci d'être si généreuse. » J'ai lu le message 3 fois, chaque mot s'enfonçant plus profondément dans ma conscience comme des pierres tombant dans une eau sombre. Mes mains tremblaient alors que j'appelais immédiatement Vanessa, mais elle n'a pas répondu. J'ai essayé encore et encore, mon anxiété s'intensifiant à chaque sonnerie sans réponse. Finalement, j'ai appelé Jeffrey, mon voisin, et lui ai demandé de vérifier ma maison. Il m'a rappelé 20 minutes plus tard, sa voix tendue d'inquiétude. « Christina, il y a des gens qui vivent dans ta maison. Une jeune femme et un homme. Ils m'ont dit que tu leur avais donné la permission d'y rester pendant ton absence. J'ai vu des cartons de déménagement empilés dans ton garage et j'ai remarqué que certains de tes meubles ont disparu. » Mon cœur martelait contre ma cage thoracique. Je n'ai donné aucune permission de ce genre. Ils sont entrés par effraction chez moi. Jeffrey est resté silencieux un instant. « Veux-tu que j'appelle la police ?» J'ai réfléchi rapidement, pesant mes options. Pas encore. Laisse-moi essayer de joindre Vanessa d'abord. J'ai besoin de comprendre ce qu'elle a fait. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le bord du lit de l'hôtel, fixant les lumières de la ville au-delà de ma fenêtre. La rage et l'incrédulité s'affrontaient en moi. Vanessa avait toujours été impulsive et pensant que tout lui était dû. Mais c'était une violation que je n'aurais jamais pu anticiper. Elle était entrée dans ma maison sans permission, avait déplacé mes affaires et s'était installée comme si ma propriété était sienne. J'ai rappelé Vanessa et cette fois, elle a répondu, sa voix vive et joyeuse. « Christina, tu as eu mon message ? On est bien installé. La maison est parfaite. » « Vanessa, qu'est-ce que tu fiches, bon sang ?» Ma voix était basse et contrôlée, chaque mot délibéré. « Tu n'as pas la permission d'être dans ma maison. » Elle a ri, un son dédaigneux qui me fit serrer la mâchoire. « Oh, allez. Tu es parti pour 3 semaines. » On était désespérés.
Notre bail a expiré et on n'avait nulle part où aller. Tu n'es presque jamais à la maison de toute façon, et tu as 3 chambres. Ce n'est pas comme si tu utilisais tout cet espace. Ce n'est pas la question, dis-je, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. C'est ma maison. Tu ne peux pas simplement emménager sans demander. Vous devez partir immédiatement. On ne peut pas partir, a dit Vanessa, son ton devenant défensif. On a résilié notre bail. On n'a nulle part où aller. En plus, tu as plein d'argent. Tu peux te permettre de partager. J'ai fermé les yeux, essayant de comprendre l'absurdité de sa logique. Vanessa, je me fiche de ta situation. Tu es entrée par effraction chez moi. C'est illégal. Si vous ne partez pas, j'appellerai la police. Elle a ricané. Tu ne ferais pas ça à ta propre sœur. Maman serait tellement déçue de toi. La mention de notre mère m'a piqué au vif. Mais j'ai refusé de laisser Vanessa me manipuler par la culpabilité. Maman serait déçue de toi pour m'avoir volé. Sors de ma maison, Vanessa. Je suis sérieuse. Elle a raccroché sans un mot de plus, et je suis resté là, fixant mon téléphone, la fureur et l'impuissance me submergeant par vagues. J'ai rappelé Jeffrey et lui ai demandé de documenter tout ce qu'il pouvait voir de l'extérieur. Il a accepté, promettant de prendre des photos et de garder un œil sur la situation. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté éveillé dans la chambre d'hôtel inconnu, mon esprit parcourant des scénarios et des conséquences. Une partie de moi voulait rentrer immédiatement à Portland, mais j'avais des responsabilités à la conférence. Je devais modérer une table ronde cruciale le lendemain matin et plusieurs investisseurs comptaient sur ma présence à des réunions tout au long de la semaine. Je ne pouvais pas simplement abandonner mes obligations professionnelles, aussi désespéré que je me sente. Le lendemain, j'ai navigué la conférence dans un brouillard de distraction. Entre les sessions, j'appelais Vanessa à plusieurs reprises, mais elle avait cessé de répondre. Je laissais des messages vocaux exigeant qu'elle quitte ma propriété, mais mes messages restaient sans réponse. J'ai contacté un avocat à Portland pour lui expliquer la situation et il m'a conseillé de déposer une plainte à la police pour violation de propriété et entrée illégale. Il a également mentionné que les procédures d'expulsion pourraient prendre des semaines, même dans ces circonstances, en raison des lois sur la protection des locataires. Mais ce ne sont pas des locataires, ai-je protesté. Ils sont entrés par effraction chez moi sans permission. Je comprends, dit-il patiemment. Mais la loi peut être compliquée. S'ils établissent leur résidence, même sans bail formel, les expulser devient plus difficile. Vous devez agir rapidement avant qu'ils ne puissent revendiquer des droits de squatteurs. Ces mots m'ont glacé. Je l'ai remercié et j'ai immédiatement appelé le département de police de Portland, déposant une plainte par téléphone. L'officier à qui j'ai parlé était compatissant, mais a expliqué que, comme il s'agissait d'une affaire civile impliquant la famille, il devrait enquêter avant d'agir. Ils ont promis d'envoyer quelqu'un vérifier la propriété dans les 48 heures. 2 jours se sont écoulés dans une lenteur angoissante. J'ai assisté à des sessions de conférences, souri lors d'événements de réseautage et fait des présentations, tout en gardant l'esprit à des milliers de kilomètres de là, à Portland. Jeffrey m'envoyait des mises à jour et des photos. Sur une image, je voyais Vanessa se prélasser sur ma balancelle de Porsche, un verre de vin à la main, l'air complètement à l'aise. Une autre photo montrait Julien transportant mes affaires sur le trottoir dans des sacs poubelles. Mon estomac s'est noué de nausées à cette vue. Le 4e jour de la conférence, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence et une voix masculine s'est identifiée comme étant l'officier Benjamin du département de police de Portland. Mademoiselle Christina, nous avons visité votre propriété aujourd'hui. Votre sœur et son petit ami occupent effectivement la résidence. Ils prétendent que vous leur avez donné la permission verbale d'y rester pendant votre absence. C'est absolument faux, dis-je, la voix tremblante. Je ne leur ai jamais donné la permission. Ils sont entrés par effraction. Il n'y a aucun signe d'entrée par effraction, dit l'officier Benjamin avec précaution. Ont-ils une clé de la propriété? J'ai hésité, mon esprit revenant sur les semaines précédentes. Puis je me suis souvenu. 2 mois plus tôt, Vanessa était venue dîner. Je lui avais donné mon double de clé pour qu'elle puisse entrer car j'étais en retard du travail. Elle ne l'avait jamais rendu. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup pensé, supposant qu'elle avait simplement oublié. Maintenant, je réalisais que c'était délibéré.
Elle a pris mon double de clé lors d'une visite précédente, ai-je expliqué. Mais cela ne lui donne pas le droit d'emménager sans permission. L'officier Benjamin soupira. Malheureusement, sans preuve d'entrée par effraction et étant donné qu'elle a une clé, cela devient plus compliqué. Nous pouvons documenter la situation, mais vous devrez peut-être poursuivre cette affaire devant le tribunal civil. Je vous recommanderais de demander une ordonnance de protection d'urgence et d'entamer immédiatement une procédure d'expulsion. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, me sentant à la fois vaincue et furieuse. Vanessa avait planifié cela avec soin, profitant de mon absence et exploitant les zones grises juridiques pour s'établir dans ma maison. La prise de conscience que ma propre sœur avait calculé et exécuté cette trahison avec une telle précision m'a rempli d'une colère froide et concentrée. Ce soir-là, je me suis assise seule dans un restaurant d'hôtel, picorant une salade pour laquelle je n'avais aucun appétit, et j'ai commencé à élaborer un plan. Si Vanessa voulait jouer avec la propriété et la légalité, je lui montrerai exactement à quoi ressemblent ces jeux quand quelqu'un avec des ressources et de la détermination décide de se battre. J'avais passé des années à construire ma carrière et ma vie, et je ne la laisserai pas la détruire avec son sentiment de dû et son vol. J'ai rappelé mon avocat et lui ai exposé ce que je voulais faire. Il a écouté attentivement, intervenant occasionnellement avec des questions ou des suggestions. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment avant de répondre. C'est agressif, mais c'est légal. Êtes-vous certaine de vouloir emprunter cette voie avec votre sœur? Elle a cessé d'être ma sœur au moment où elle est entrée par effraction chez moi et a jeté mes affaires, dis-je d'un ton sec. Je veux qu'elle comprenne que les actes ont des conséquences. Il a accepté de commencer immédiatement les démarches nécessaires. Au cours des 2 jours suivants, alors que je continuais d'assister à la conférence, il a demandé une ordonnance de protection d'urgence, a engagé une procédure d'expulsion et a préparé la documentation pour un procès civil pour dommages et vols. Il a également contacté la police pour souligner que je n'avais jamais donné à Vanessa ou Julien la permission d'entrer ou d'occuper ma propriété. Pendant ce temps, j'ai contacté Jeffrey et lui ai demandé de continuer à surveiller la situation. Il a rapporté que Vanessa et Julien semblaient s'installer confortablement, invitant des amis sur ma terrasse et jouant de la musique forte tard dans la soirée. Les voisins commençaient à se plaindre, a-t-il dit, ce qui jouerait en ma faveur si la situation s'envenimait. Le 7e jour de mon voyage, j'ai reçu un texto de Vanessa. Arrête d'être dramatique. On emprunte juste la maison pour un moment. Tu peux te le permettre. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transmis le message à mon avocat comme preuve supplémentaire de son aveu qu'elle avait pris possession non autorisée de ma propriété. Il a confirmé que cela renforçait notre dossier et m'a assuré que les choses avançaient rapidement. La conférence s'est finalement terminée et j'ai embarqué sur mon vol de retour pour Portland avec une sombre détermination. Il me restait encore 2 jours avant mon retour initialement prévu, mais j'ai changé mon vol pour arriver plus tôt, voulant affronter la situation directement. Alors que l'avion descendait à travers les nuages au-dessus de la ville, je regardais le paysage en dessous, pensant à tout ce qui avait changé en seulement 10 jours. J'avais toujours essayé de maintenir une relation avec Vanessa malgré ses défauts, croyant que les liens familiaux valaient la peine d'être préservés. Nos parents avaient divorcé quand nous étions adolescentes, et notre mère avait cumulé 2 emplois pour nous nourrir et nous loger. J'avais réagi en me plongeant dans mes études, en obtenant des bourses et en construisant un avenir stable. Vanessa avait réagi avec ressentiment, sentant toujours que la vie lui devait plus que ce qu'elle avait reçu. Elle passait d'un emploi et d'une relation à l'autre, blâmant les autres pour ses échecs et s'attendant à ce que la famille la tire d'affaire quand les choses tournaient mal. Mais c'était différent. Ce n'était pas emprunter de l'argent ou demander un logement temporaire. C'était du vol, une invasion et un mépris total pour tout ce que j'avais travaillé à construire. J'avais essayé d'être compréhensive, d'aider quand je le pouvais, mais Vanessa avait pris ma gentillesse pour de la faiblesse. Maintenant, elle allait apprendre la différence. L'avion a atterri au crépuscule, et j'ai récupéré rapidement mes bagages, impatiente de voir ma maison et d'évaluer toute l'étendue des dégâts. J'ai hélé un taxi et donné mon adresse au chauffeur, regardant les rues familières défiler pendant que nous traversions la ville. Quand nous avons tourné dans ma rue, ma poitrine s'est serrée d'appréhension. De l'extérieur, la maison semblait la même, son extérieur bleu pâle et ses garnitures blanches inchangées. Mais en payant le chauffeur et en m'approchant de la porte d'entrée, j'ai remarqué des détails qui ont fait flamber ma colère. Les meubles du porche avaient été réarrangés, et il y avait des bouteilles de bière vides alignées le long de la rampe. Mon paillasson avait disparu, remplacé par un autre, criard, avec un cactus de dessin animé que je n'avais jamais vu auparavant.
J'ai déverrouillé la porte avec ma clé et je suis entré, et ce que j'ai vu m'a cloué sur place. Le salon avait été complètement transformé. Mon canapé de couleur crème avait disparu, remplacé par un canapé marron affaissé qui empestait la fumée de cigarettes. Mes bibliothèques, qui contenaient des collections soigneusement choisies de revues médicales et de littérature, étaient vides. À leur place se trouvaient des étagères en aggloméré bon marché remplies de films d'action et de jeux vidéo. Les murs, que j'avais peints d'un vert sauge doux, étaient maintenant couverts d'affiches de groupes de rock et d'équipes sportives. J'ai traversé la maison en silence, stupéfaite, cataloguant chaque violation. Dans la cuisine, ma vaisselle s'entassait, non lavée, dans l'évier et les comptoirs étaient collants de liquide renversé. Ma table de salle à manger, une pièce en chêne antique que j'avais héritée de ma grand-mère, avait disparu. À sa place se trouvait une table pliante fragile entourée de chaises en plastique dépareillées. Les chambres étaient encore pires. Ma chambre principale, où j'avais passé des années à créer un sanctuaire paisible, avait été envahie par les affaires de Vanessa. Mon lit était toujours là, mais il était défait et couvert de ses vêtements. Mon placard avait été vidé, et j'ai trouvé dans le couloir des sacs poubelles remplis de mes vêtements, dont certains avaient été négligemment endommagés. J'ai parcouru chaque pièce, prenant des photos avec mon téléphone, documentant tout. Les chambres d'amis avaient été envahies de la même manière, remplies de boîtes et d'objets divers qui appartenaient clairement à Vanessa et Julien. Mon bureau, où j'avais travaillé sur des articles de recherche et des demandes de subventions, avait été transformé en débarras, mon bureau enseveli sous leur possession. Dans le garage, j'ai fait la découverte la plus déchirante. La porcelaine de ma grand-mère, mes albums photos d'enfance, mes diplômes universitaires et d'innombrables autres objets irremplaçables avaient été empilés au hasard dans un coin. Certains cassés, d'autres endommagés par l'eau. Ils avaient traité ma vie comme des ordures, jetant ce qui comptait pour moi pour faire de la place à leur chaos. Je suis resté dans le garage, entouré des restes de ma vie soigneusement construite, et j'ai senti quelque chose en moi se durcir en une froide résolution. Vanessa n'était pas là. Ni Julien. Selon Jeffrey, il partait souvent pendant des heures dans la journée, traitant ma maison comme un hôtel. Ils pouvaient aller et venir à leur guise. Je suis retourné dans le salon et me suis assise sur leur vilain canapé, ignorant l'odeur, et j'ai appelé mon avocat. Quand il a répondu, j'ai parlé d'un calme glacial. Je suis de retour à Portland. Je suis dans ma maison. C'est pire que ce que j'imaginais. Je veux aller de l'avant avec tout ce dont nous avons discuté. Sans pitié. Il m'a assuré que les documents étaient prêts et que nous pouvions procéder immédiatement. Il avait déjà fixé une audience au tribunal pour l'ordonnance de protection d'urgence et l'avis d'expulsion pour le lendemain après-midi. Le juge, a-t-il expliqué, avait examiné les preuves préliminaires et était prêt à accélérer le cas compte tenu des circonstances. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis je suis resté assise en silence, écoutant les craquements et les bruits inconnus de ma maison violée. 1 heure plus tard, j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. Des voix ont flotté à travers la porte d'entrée, rieuses et insouciantes. La clé a tourné dans la serrure et Vanessa est entrée, suivie de Julien, tous deux portant des sacs de course. Ils se sont figés en me voyant assise sur le canapé, leurs expressions passant de la surprise à quelque chose comme de la culpabilité. Bien que Vanessa l'ait rapidement masqué par du défi. « Christina, dit-elle, forçant un sourire. Tu es rentrée plus tôt. On ne t'attendait pas avant une autre semaine. » Je me suis levé lentement, mes yeux allant de son visage à celui de Julien et vice-versa. J'ai changé mes plans. C'est drôle comme le fait de voir sa maison envahie a tendance à réorganiser ses priorités. Julien s'est agité, mal à l'aise, posant ses sacs. Il était grand et mince, avec une énergie nerveuse qui le faisait paraître plus jeune que ses 30 ans. « Écoute, on peut t'expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer, dis-je, la voix égale. Vous êtes entré par effraction chez moi, vous avez jeté mes affaires et vous avez emménagé sans permission. Ce sont des faits, pas des malentendus. » Vanessa a levé les yeux au ciel. « On n'est pas entré par effraction. J'avais une clé. Et on n'a rien jeté. On a juste emballé quelques trucs que tu n'utilisais pas pour faire de la place. Tu es ridicule. » J'ai fait un geste vers le couloir. J'ai trouvé des sacs poubelles pleins de mes vêtements. J'ai trouvé la porcelaine de ma grand-mère cassée dans le garage. J'ai trouvé mes meubles manquants. Où est ma table de salle à manger, Vanessa? Elle a haussé les épaules. On l'a vendu. Ce vieux truc valait environ 8 cents $.
On avait besoin d'argent pour les courses. L'aveu désinvolte m'a coupé le souffle. Tu as vendu la table de ma grand-mère. Celle qu'elle m'a laissée à sa mort. C'était juste une table, dit Vanessa d'un ton dédaigneux. Tu peux en acheter une autre. Tu as plein d'argent. Quelque chose dans mon expression a dû l'avertir car elle a reculé d'un pas. Julien a posé une main sur son bras, le visage pâle. Peut-être qu'on devrait en parler calmement, dit-il. Il n'y a rien à discuter, dis-je, vous allez tous les deux quitter ma maison, maintenant, ce soir. Faites vos valises et foutez le camp. Vanessa a ri, un son sec et amer. On ne va nulle part. On vit ici maintenant. Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran où j'avais ouvert l'email de mon avocat contenant des copies des documents juridiques. En fait, je peux. J'ai déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence et une procédure d'expulsion. Il y a une audience au tribunal demain après-midi. La police a documenté votre entrée non autorisée. Vous n'avez aucun droit légal d'être ici. Et si vous ne partez pas volontairement ce soir, j'appellerai la police et je vous ferai expulser. Le visage de Vanessa est devenu rouge. Tu ne ferais pas ça. Tu es ma sœur. Tu as cessé d'être ma sœur quand tu m'as volé, dis-je froidement. Vous avez 1 heure pour emballer ce qui vous appartient et partir. Tout ce qui est à moi et que vous avez endommagé ou vendu, je vous poursuivrai en justice au civil. Cela inclut la table, les meubles et chaque article que je peux documenter. Julien a tiré sur le bras de Vanessa. Allez, on devrait y aller. Ça n'en vaut pas la peine. Mais Vanessa l'a repoussé, les yeux flamboyants de fureur. C'est tellement typique de toi, Christina. Toujours à te croire meilleure que tout le monde. Toujours à nous faire sentir ton succès. J'avais besoin d'aide et tu n'étais pas là. Alors, j'ai pris ce dont j'avais besoin. La famille est censée s'entraider. L'aide, c'est quelque chose qu'on demande, dis-je. Ça, c'est du vol, et tu vas en subir les conséquences. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai levé la main. 59 minutes maintenant. Je vous suggère de commencer à faire vos valises. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle pourrait refuser, que la confrontation pourrait devenir physique. Mais Julien l'a tiré vers le couloir, lui chuchotant de manière urgente à l'oreille. Ils ont disparu dans la chambre principale, et j'ai entendu des bruits de mouvements frénétiques, des tiroirs qui claquent et des murmures de colère. Je me suis rassise sur le canapé et j'ai appelé Jeffrey, lui demandant de venir comme témoin. Il est arrivé en 10 minutes, son visage âgé plissé d'inquiétude. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. « Ça ira, dis-je. Merci pour tout ce que tu as fait. Je n'aurais pas pu gérer ça sans ton aide. » Il a hoché la tête et s'est assis dans la cuisine, se positionnant de manière à pouvoir voir le couloir. L'heure suivante s'est écoulée dans un silence tendu, seulement interrompu par les bruits de Vanessa et Julien rassemblant leurs affaires. Ils ont fait plusieurs allers-retours jusqu'à leur voiture, chargeant des boîtes et des sacs avec des coups sourds et des claquements agressifs. Vanessa me lançait des regards venimeux chaque fois qu'elle traversait le salon, mais elle ne parlait pas. Finalement, Julien est apparu à l'entrée, les bras chargés des dernières boîtes. « On s'en va, dit-il doucement. Mais ce n'est pas fini. Tu as raison, dis-je. On se verra au tribunal. Vanessa est apparue derrière lui, le visage strié de larmes et furieux. J'espère que tu es heureuse, cracha-t-elle. J'espère que tu profites de ta petite vie parfaite dans ta petite maison parfaite. Tu as toujours été égoïste. Je me suis levé et je suis allé à la porte, la tenant ouverte. Au revoir, Vanessa. Elle est passée devant moi sans un mot de plus, et Julien a suivi, évitant mon regard. Je les ai regardés charger les dernières boîtes dans leur berline cabossée et s'éloigner, leurs feux arrière disparaissant dans l'obscurité. Ce n'est qu'alors que j'ai fermé et verrouillé la porte, mettant le pêne dormant et la chaîne. Jeffrey s'est levé et a posé une main douce sur mon épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il. »« Je sais, dis-je, bien que ma voix tremble légèrement. Merci d'avoir été là. » Après son départ, j'ai de nouveau parcouru la maison, cette fois avec des produits de nettoyage et des sacs poubelles. J'ai travaillé toute la nuit, récurant les surfaces, jetant les ordures et commençant le processus de réappropriation de mon espace. Chaque coin que je nettoyais me semblait une petite victoire, un pas vers la restauration. À l'aube, la maison était au moins saine,
bien qu'il faudrait des semaines pour réparer entièrement les dégâts et remplacer ce qui avait été volé ou détruit. J'ai dormi quelques heures, puis je me suis douché et habillé d'un tailleur bleu marine impeccable pour l'audience au tribunal. Mon avocat m'a retrouvé au palais de justice, examinant la documentation une dernière fois avant que nous n'entrions dans la salle d'audience. Vanessa et Julien étaient déjà là, assis au dernier rang avec un médiateur désigné par le tribunal qui avait tenté de négocier un accord avant l'audience. J'avais refusé toutes les offres de règlement. Il ne s'agissait pas d'argent ou de compromis. Il s'agissait de responsabilité. La juge, une femme sévère dans la soixantaine nommée juge Patricia, a appelé l'affaire et a examiné les preuves. Mon avocat a présenté le rapport de police, les photos des dégâts, le témoignage de Jeffrey et des copies des textos de Vanessa admettant avoir pris possession de ma maison sans permission. Le représentant commis d'office de Vanessa a soutenu qu'il s'agissait d'un conflit familial et que j'étais vindicative, mais l'expression de la juge Patricia a clairement montré qu'elle n'était pas convaincue. « Mademoiselle Vanessa », a dit la juge, regardant ma sœur par-dessus ses lunettes. « Vous êtes entrée dans la propriété de votre sœur sans permission explicite, vous avez enlevé et vendu ses biens, et vous avez causé des dommages substantiels. Le fait que vous soyez parente ne vous exempte pas de la loi. J'accorde l'ordonnance de protection d'urgence, qui vous interdit de vous approcher à moins de 500 pieds de la propriété ou de contacter directement mademoiselle Christina. J'ordonne également l'expulsion immédiate à compter de cet instant et je statue que vous êtes responsable de la restitution de tous les dommages documentés. » Le visage de Vanessa s'est décomposé. « Mais nous sommes déjà partis. Nous n'avons nulle part où aller. » « Ce n'est pas le problème du tribunal, » dit fermement la juge Patricia. « Vous auriez dû penser aux conséquences avant d'entrer par effraction dans la maison de quelqu'un. » L'audience est levée. Le marteau a frappé et j'ai senti une vague de justification m'envahir. Vanessa s'est tournée pour me foudroyer du regard, des larmes coulant sur son visage, mais j'ai soutenu son regard sans broncher. Julien a mis son bras autour d'elle et l'a conduite hors de la salle d'audience, et je les ai regardés partir sans aucune sympathie. Dehors, mon avocat m'a serré la main. Le procès civil pour dommages se poursuivra séparément, mais c'est une base solide. Vous devriez pouvoir récupérer les coûts de tout ce qu'ils ont détruit ou vendu. Je les remerciai et je suis allé à ma voiture, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des semaines. La victoire juridique était satisfaisante, mais ce n'était que le début. J'avais également pris des mesures supplémentaires que Vanessa ne connaissait pas encore, des mesures qui garantiraient qu'elle comprenne tout le poids de ses actions. Pendant mes derniers jours à Boston, tout en me coordonnant avec mon avocat, j'avais également contacté notre mère. La conversation avait été difficile. Notre mère, Dorothy, vivait à Seattle et avait toujours favorisé Vanessa, trouvant des excuses pour son comportement et me pressant d'être plus compréhensive. Quand j'ai expliqué ce que Vanessa avait fait, la première réaction de Dorothy a été de suggérer que je surréagissais. « C'est ta sœur », avait dit Dorothy. « Elle a fait une erreur. Tu devrais lui pardonner. » Une erreur, c'est d'oublier de rappeler. Avais-je répondu, la voix dure. C'était du vol et de la destruction délibérée. Elle a vendu la table de grand-mère. Maman, elle a jeté mes affaires comme des ordures. Ce n'était pas une erreur. Dorothy était restée silencieuse un long moment. Que veux-tu que je fasse ? Je veux que tu arrêtes de la conforter dans son comportement, avais-je dit. Je veux que tu comprennes que j'en ai fini d'être son filet de sécurité. Elle doit faire face aux conséquences ou elle ne changera jamais. La conversation s'était terminée de manière gênante, mais j'avais fait passer mon message. J'avais également contacté d'autres membres de la famille, expliquant la situation et indiquant clairement que je ne tolérerais personne qui essaierait de me faire pression pour abandonner les poursuites judiciaires. Certains parents m'avaient soutenu, d'autres avaient été mal à l'aise, mais j'avais fixé ma limite et refusé de reculer. Maintenant, en rentrant du palais de justice, je sentais le poids de ces décisions peser sur moi. Vanessa avait compté sur la loyauté familiale pour la protéger des conséquences de ses actes, mais j'avais brisé cette attente. Elle ne trouverait aucun refuge. Personne ne serait disposé à la tirer d'affaire cette fois-ci. Au cours des semaines suivantes, je me suis concentré sur la restauration de ma maison. J'ai engagé des nettoyeurs professionnels pour nettoyer en profondeur chaque surface, j'ai remplacé les meubles qui avaient été volés ou endommagés, et j'ai lentement ramené le sentiment de paix qui avait autrefois défini ma maison. J'ai retrouvé la plupart de mes affaires dans des boxes de stockage que Vanessa et Julien avaient loués à la hâte lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas tout garder ce qu'ils avaient pris. La police m'avait aidé à localiser les boxes et à récupérer mes biens,
bien qu'une grande partie soit endommagée au-delà de toute réparation. Le procès civil a progressé régulièrement. Vanessa et Julien n'avaient pas les moyens de se payer une représentation juridique adéquate, et le tribunal leur a assigné un avocat commis d'office qui leur a conseillé de régler l'affaire. Ils ont refusé, insistant obstinément sur le fait que j'étais cruel et qu'ils n'avaient fait qu'essayer de survivre. Le juge dans l'affaire civile a été moins patient que la juge Patricia, et lorsqu'on lui a présenté les preuves de vol, de dommages matériels et de fraude, il a statué en ma faveur sans hésitation. Le règlement exigeait que Vanessa et Julien me versent 32 000 $ de dédommagement pour les biens endommagés et volés, plus les frais de justice. C'était un montant qu'ils ne pourraient jamais espérer payer en totalité, ce qui signifiait que leur salaire serait saisi pendant des années. Le jugement les suivrait, nuisant à leur crédit et limitant leurs opportunités. C'était dur, mais je ne ressentais aucune culpabilité. Ils m'avaient volé, violé mon domicile et n'avaient montré aucun remords. Ils méritaient chaque conséquence. Mais je n'en avais pas fini. J'avais un dernier coup à jouer, un qui garantirait que Vanessa comprenne vraiment la gravité de ce qu'elle avait fait. Lors de mon enquête sur les box de stockage, j'avais découvert quelque chose d'intéressant. Julien utilisait ma maison comme base pour une petite entreprise parallèle de vente d'électronique reconditionnée. Il achetait des appareils cassés, les réparait dans mon garage et les vendait en ligne. Ce n'était pas illégal, mais il n'avait jamais déclaré ses revenus aux autorités fiscales. J'avais trouvé des reçus, des factures et des registres de vente totalisant près de 15 000 $ sur 6 mois, dont rien n'avait été déclaré. J'avais donné ces informations à mon avocat, qui les avait discrètement transmises aux agences gouvernementales compétentes. L'enquête avait été discrète, mais je savais qu'elle était en cours. Julien n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. 3 semaines après la conclusion du procès civil, j'ai reçu un appel de mon avocat. « J'ai pensé que vous voudriez savoir, dit-il. Julien a fait l'objet d'un contrôle fiscal. Ils ont trouvé des revenus non déclarés substantiels. Il risque des pénalités et d'éventuelles poursuites pénales pour évasion fiscale. J'ai ressenti une sombre satisfaction à cette nouvelle. Et Vanessa, elle était complice, dit-il. Elle l'a aidé à vendre les articles et à accepter les paiements. Elle fait également l'objet d'une enquête. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis je me suis assise dans mon salon fraîchement restauré, regardant l'espace que j'avais si durement combattu pour récupérer. La maison était à nouveau mienne. Mais elle semblait différente maintenant. La violation avait laissé des cicatrices invisibles, un sentiment persistant de malaise qui, je le savais, mettrait du temps à guérir complètement. Pourtant, j'avais gagné. J'avais repris ce qui était à moi, et j'avais veillé à ce que Vanessa et Julien subissent de réelles conséquences pour leurs actes. Ce n'était pas une question de vengeance, me disais-je. C'était une question de justice. Mais tard dans la nuit, quand j'étais allongé dans mon lit à regarder le plafond, je me demandais si c'était tout à fait vrai. Il y avait une partie de moi qui avait apprécié de voir le visage de Vanessa se décomposer au tribunal, qui avait ressenti une froide satisfaction en apprenant l'enquête fiscale. J'avais toujours été la responsable, celle qui suivait les règles et travaillait dur pour tout ce qu'elle accomplissait. Vanessa avait toujours pris des raccourcis, s'attendant toujours à ce que le monde s'adapte à elle. Cette fois, le monde avait dit non, et c'est moi qui avais fait en sorte que cela se produise. 2 mois après l'expulsion, j'ai reçu un message vocal de Vanessa. Sa voix était faible et vaincue, dépourvue de la bravade et du sentiment de Dieu qu'il avait défini si longtemps. « Christina, dit-elle, je sais que tu n'écouteras probablement pas ça, mais je dois le dire quand même. Je suis désolé. J'étais désespéré et stupide, et je pensais que tu t'en ficherais parce que tu as tellement. Je n'ai pas pensé à quel point je te faisais du mal. Julien et moi vivons dans un motel maintenant, et nous travaillons tous les deux des heures supplémentaires pour essayer de payer le jugement. L'affaire des impôts est un cauchemar. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. J'avais juste besoin de le dire. J'ai écouté le message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Ces excuses étaient trop peu, trop tard. Elle n'était pas désolée quand elle jetait mes affaires ou vendait la table de ma grand-mère. Elle n'était désolée que maintenant parce qu'elle faisait face aux conséquences. Ce n'était pas un vrai remords. C'était de l'apitoiement sur soi. J'ai bloqué son numéro et j'ai continué ma vie. Je me suis replongé dans mon travail, acceptant des projets de recherche supplémentaires et encadrant de jeunes collègues. J'ai recommencé à sortir, timidement au début,
puis avec plus de confiance. J'ai organisé des dîners dans ma maison restaurée, remplissant les pièces de rire et de conversation, remplaçant les mauvais souvenirs par de nouveaux, meilleurs. Un soir, 6 mois après l'expulsion, je me suis assise sur ma balancelle de Porsche avec un verre de vin, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes orange et roses. Jeffrey est venu de son jardin, me saluant de la main, et je l'ai invité à me rejoindre. « Tu as l'air heureuse », observa-t-il, s'installant dans le fauteuil à côté de moi. « Je le suis », dis-je, et je me suis rendu compte que c'était vrai. Ça a pris du temps, mais j'ai l'impression d'avoir enfin récupéré cet endroit. Il est de nouveau à moi. Il a hoché la tête, sirotant sa propre boisson. Qu'est-il arrivé à ta sœur? As-tu eu de ses nouvelles? Elle a laissé un message vocal il y a quelques mois, dis-je. Des excuses, je crois. Je l'ai supprimé. Jeffrey est resté silencieux un moment. Penses-tu que tu lui pardonneras un jour? J'ai réfléchi attentivement à la question. Je ne sais pas. Peut-être un jour si elle change vraiment, mais pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé ou la laisser revenir dans ma vie. Elle a prouvé que je ne peux pas lui faire confiance. Ce n'est pas quelque chose qui se répare facilement. C'est juste, dit-il. Tu as fait ce que tu avais à faire. Oui, ai-je convenu. Et je le referai. Nous sommes restés assis dans un silence confortable alors que la nuit tombait, et j'ai senti un sentiment de paix s'installer en moi. Ma sœur avait essayé de prendre tout ce que j'avais construit, et je m'étais battu avec toutes les ressources à ma disposition. J'avais été impitoyable, peut-être, mais j'avais eu raison. Certaines limites ne pouvaient pas être franchies sans conséquence et certaines trahisons ne pouvaient pas être pardonnées. Les mois ont passé et je me suis installé dans un nouveau rythme de vie. Ma carrière a continué à s'épanouir alors que je publiais 2 articles révolutionnaires sur la recherche auto-immune qui ont attiré l'attention des grandes sociétés pharmaceutiques. Un matin au début du printemps, près de 8 mois après l'expulsion, j'ai reçu un appel inattendu d'une collègue nommée Patricia qui travaillait à Seattle. Nous avions collaboré sur un projet de recherche des années auparavant et avions maintenu une relation professionnelle amicale. Christina, dit-elle, sa voix portant un étrange mélange d'excitation et d'hésitation. Je dois te dire quelque chose. Je n'étais pas sûr de devoir le faire, mais je pense que tu mérites de le savoir. Ta sœur Vanessa a postulé pour un emploi dans mon hôpital. Elle t'a cité comme référence. J'ai senti ma prise se resserrer sur le téléphone. Elle a fait quoi? Patricia a continué avec précaution. Elle a postulé pour un poste administratif dans notre service de facturation. Quand j'ai vu ton nom sur sa candidature, j'ai été surprise. Compte tenu de ta réputation, j'ai supposé que vous étiez proches. Mais quelque chose clochait dans la façon dont elle décrivait votre relation. J'ai décidé de t'appeler directement avant de poursuivre avec sa candidature. Mon esprit a parcouru les implications. Non seulement Vanessa avait utilisé mon nom sans permission, mais elle avait probablement menti sur notre relation pour paraître plus crédible. C'était une autre violation, une autre tentative d'exploiter notre lien pour son propre bénéfice. Patricia, j'apprécie ton appel, dis-je lentement. Vanessa et moi sommes en froid. Elle est entrée par effraction chez moi pendant que je voyageais pour le travail, a détruit mes biens, et j'ai dû engager des poursuites judiciaires pour l'expulser. Il y a eu un jugement du tribunal contre elle pour dommages. Je ne la recommanderai pour aucun poste, et je ne lui ai certainement jamais donné la permission de m'utiliser comme référence. Le silence à l'autre bout du fil a duré plusieurs secondes. Je vois, dit finalement Patricia. Merci d'avoir été honnête avec moi. Je veillerai à ce que sa candidature soit rejetée et je noterai qu'elle a fourni de fausses informations. Après avoir raccroché, je me suis assise à ma table de cuisine, fixant mon café qui refroidissait. Vanessa n'avait rien appris. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré les jugements judiciaires et les conséquences financières, elle essayait toujours de manipuler les situations à son avantage, utilisant toujours des relations qu'elle n'avait pas le droit de revendiquer. Cette découverte a ravivé la colère que j'avais mis tant d'efforts à surmonter. J'ai appelé mon avocat et l'ai informé de l'utilisation frauduleuse de mon nom comme référence par Vanessa. Il a écouté attentivement puis a dit, cela pourrait être considéré comme une usurpation d'identité, surtout si elle a fait ça avec plusieurs candidatures. Cela pourrait valoir la peine d'enquêter davantage. Faites-le, dis-je sans hésiter. Je veux savoir partout où elle a utilisé mon nom et je veux la documentation de chaque cas. Au cours des 2 semaines suivantes,
mon avocat a engagé un détective privé qui a découvert que Vanessa m'avait cité comme référence sur cette candidature différente au cours des 6 derniers mois. Certains employeurs n'avaient jamais pris la peine de vérifier les références. D'autres avaient appelé le numéro général de mon entreprise et on leur avait dit que je ne connaissais personne de ce nom cherchant une vérification d'emploi. Mais plusieurs avaient simplement accepté sa parole, et elle avait presque obtenu 2 postes en se basant en partie sur le faux prestige de m'avoir comme référence. Armé de ces informations, mon avocat a envoyé des lettres de mise en demeure à Vanessa, l'avertissant que toute utilisation non autorisée de mon nom entraînerait des poursuites judiciaires supplémentaires. Nous avons également contacté chaque employeur auprès duquel elle avait postulé, les informant des références frauduleuses. 2 entreprises qu'il avait envisagées pour des postes ont immédiatement retiré leurs offres. J'ai ressenti une satisfaction sauvage face à ce développement. Vanessa n'avait pas simplement commis une terrible erreur avec ma maison. Elle continuait d'essayer de profiter de son lien avec moi, montrant un schéma de sentiments de dû et de tromperie qui justifiait chaque mesure sévère que j'avais prise. Mais la situation a pris une tournure inattendue lorsque j'ai reçu un appel de ma mère. La voix de Dorothy était tendue et accusatrice quand j'ai répondu. « Christina, qu'est-ce que tu fais à ta sœur ? Elle m'a appelé en larmes hier. Elle a dit que tu détruisais sa vie. Que tu ne la laisseras pas avancer. » J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à rester calme. Je ne détruis pas sa vie, maman. Elle a détruit sa propre vie avec ses choix. Je ne fais que me protéger de tout préjudice supplémentaire. Elle a fait une erreur, insista Dorothy. Une erreur stupide et terrible. Mais tu l'as assez punie. Les jugements du tribunal, l'argent qu'elle te doit, l'enquête fiscale. Elle est en train de couler, Christina. Et maintenant, tu sabotes ses candidatures. Elle a utilisé mon nom frauduleusement comme référence, dis-je, la voix dure. Elle a menti à des employeurs potentiels, prétendant que je garantirais son caractère alors qu'elle sait que je ne ferai jamais une telle chose. Ce n'est pas moi qui la sabote. C'est moi qui corrige ses mensonges. Dorothy est restée silencieuse un moment, puis a dit doucement, « Quand es-tu devenue si froide ?» La question m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre. Je suis devenue comme ça quand ma propre sœur a violé ma maison et a jeté tout ce qui m'était cher comme si c'était des ordures. Je suis devenue comme ça quand j'ai réalisé qu'être gentille et indulgente était interprété comme de la faiblesse. Vanessa a eu toutes les occasions de faire de meilleurs choix. Elle a choisi de ne pas le faire. Ce sont les conséquences. C'est ta famille, dit Dorothy, la voix brisée. Est-ce que ça ne signifie rien pour toi? Ça signifiait tout pour moi, ai-je répondu. Jusqu'à ce qu'elle prouve que ça ne signifiait rien pour elle. J'en ai fini avec cette conversation, maman. Si tu veux conforter Vanessa dans son comportement, c'est ton choix, mais je n'en ferai pas partie. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, mes mains tremblantes. L'appel avait ravivé des émotions que je pensais avoir traitées, me forçant à affronter l'isolement qui accompagnait mes décisions. J'avais fixé des limites claires, j'avais refusé de laisser la loyauté familiale excuser le vol et la trahison. Mais le coup était une relation fracturée avec ma mère et la connaissance que certains parents me considéraient comme la méchante de cette histoire. Ce soir-là, j'ai rencontré un petit groupe d'amis proches dans un bar à vin du centre-ville de Portland. C'étaient des gens qui m'avaient soutenu tout au long de l'épreuve, qui avaient écouté ma colère et ma frustration sans jugement. Je leur ai parlé des références frauduleuses et de l'appel de ma mère, et ils se sont ralliés autour de moi avec la loyauté féroce que la famille choisie procure. Mon amie Diane, une avocate d'entreprise, a levé son verre. Tu as fait ce qu'il fallait à chaque étape. Quiconque dit le contraire ne comprend pas ce que c'est que de voir son sanctuaire violé. Tu avais tout à fait le droit de te protéger et d'exiger des comptes. Les autres ont murmuré leur accord, et j'ai senti une partie de la tension se relâcher de mes épaules. Ces gens comprenaient. Ils voyaient la situation clairement sans la lentille déformante de l'obligation familiale ou de la sympathie déplacée. Alors que le printemps se transformait en été, je recevais des mises à jour périodiques de mon avocat sur la situation de Vanessa. Les pénalités fiscales avaient été substantielles, et elle et Julien cumulaient plusieurs emplois pour essayer de gérer leurs dettes. Ils avaient quitté le motel pour un petit appartement dans un quartier difficile et, selon les documents du tribunal, ils avaient du mal à effectuer les paiements mensuels de dédommagement ordonnés par le juge. Chaque paiement manqué prolongeait le jugement et ajoutait des frais supplémentaires, créant un cycle dont ils semblaient incapables de s'échapper. Je ne ressentais aucune sympathie. Ils avaient créé cette situation par leur propre choix, et ils faisaient face exactement aux conséquences qu'ils méritaient.
Si quoi que ce soit, j'aurais souhaité que les pénalités soient plus sévères. J'aurais souhaité qu'il y ait un moyen de leur faire vraiment comprendre la profondeur de ce qu'ils m'avaient pris. Les biens matériels pouvaient être remplacés, mais le sentiment de sécurité, la confiance que mon espace privé était inviolable, cela ne pourrait jamais être entièrement restauré. En juillet, mon avocat a appelé avec une nouvelle inattendue. Vanessa a déposé le bilan, dit-il. Elle essaie de faire annuler la dette qu'elle te doit par le tribunal. J'ai senti une montée de fureur. Peut-elle faire ça? C'est compliqué, dit-il. Les dettes résultant d'un préjudice volontaire et malveillant ne sont généralement pas annulables en cas de faillite. Nous pouvons le contester, en arguant que ces actions répondent à cette norme. Compte tenu du jugement du tribunal et des preuves documentées de son effraction dans votre maison et de la destruction de vos biens, nous avons un dossier solide. Alors contestez-le, dis-je fermement. Je veux chaque dollar qu'elle me doit. Je veux qu'elle passe des années à payer pour ce qu'elle a fait. La procédure de faillite a pris des mois à se résoudre. Mon avocat a déposé des objections, a présenté des preuves et a soutenu que les actions de Vanessa avaient été intentionnelles et malveillantes, répondant à la norme légale de dette non annulable. L'avocat de la faillite de Vanessa a essayé de la dépeindre comme une sœur désespérée qui avait pris une mauvaise décision, mais la documentation était accablante. Le juge a statué en ma faveur, déterminant que la dette ne pouvait pas être annulée et suivrait Vanessa quel que soit son statut de faillite. Lorsque mon avocat m'a appelé pour m'informer de la décision, j'ai ressenti un profond sentiment de justification. Vanessa passerait des années, peut-être des décennies, à travailler pour rembourser ce qu'elle me devait. Chaque chèque de paie serait saisi, chaque remboursement d'impôt confisqué jusqu'à ce que la dette soit réglée. Elle porterait le poids de ses choix pour le reste de sa vie, un rappel constant que les actes ont des conséquences. Mais même en célébrant la victoire juridique, une petite voix au fond de mon esprit murmurait des doutes. Était-ce la justice ou était-ce de la cruauté? Avais-je franchi une ligne quelque part, laissant ma colère se transformer en quelque chose de plus sombre? J'ai repoussé ces pensées, me rappelant les sacs poubelles remplis de mes affaires endommagées, la porcelaine cassée, les meubles vendus. Je me suis rappelé que Vanessa n'avait montré aucun remords réel, seulement de l'apitoiement sur soi lorsqu'elle s'est fait prendre. Je n'avais rien fait de mal. J'avais simplement refusé d'être une victime. En septembre, près d'un an après l'expulsion initiale, j'ai assisté à une conférence de l'industrie pharmaceutique à San Francisco. Lors d'une réception de réseautage, j'ai engagé la conversation avec un homme nommé Grégory qui travaillait dans l'administration hospitalière. Nous avons discuté de la politique de santé et du financement de la recherche, et la conversation s'est déroulée facilement. Vers la fin de la soirée, il a mentionné qu'il était de Seattle et nous avons découvert que nous avions plusieurs collègues en commun. « Connaissez-vous Patricia de Seattle Général » ai-je demandé, et il a hoché la tête avec enthousiasme. « Une personne formidable avec qui travailler » dit-il. Elle nous a d'ailleurs aidé à éviter une mauvaise embauche il y a quelques mois, quelqu'un qui avait falsifié ses références. Patricia l'a découvert et a averti plusieurs d'entre nous dans le réseau. J'ai senti ma poitrine se serrer. Qu'est-il arrivé à la candidate? Grégory a haussé les épaules. La nouvelle s'est répandue. Elle est pratiquement sur liste noire maintenant dans la communauté de l'administration de la santé de Seattle. C'est un petit monde et personne ne veut embaucher quelqu'un qui ment sur ses candidatures. Je me suis excusé peu de temps après, prétextant une session matinale, et je suis retourné dans ma chambre d'hôtel. Je me suis assise sur le bord du lit, traitant ce que je venais d'apprendre. Ma décision d'exposer les références frauduleuses de Vanessa avait eu des répercussions plus importantes que je ne l'avais prévu. Elle ne faisait pas seulement face à des conséquences dans des incidents isolés. Elle avait été effectivement mise sur liste noire dans toute une communauté professionnelle. Sa réputation détruite avant même qu'elle ne puisse l'établir. J'aurais dû me sentir triomphante. C'était exactement ce que je voulais, n'est-ce pas? Que Vanessa subisse tout le poids de ses actions, qu'elle soit incapable d'échapper aux conséquences de ses choix. Mais au lieu de cela, je me sentais vide. La vengeance que j'avais poursuivie si implacablement avait atteint ses objectifs, mais la satisfaction que j'attendais n'était nulle part. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser au message vocal de Vanessa d'il y a des mois, celui que j'avais supprimé sans vraiment l'écouter. J'ai pensé à la question de ma mère. Quand es-tu devenue si froide? J'ai pensé à la personne que j'étais avant tout ça. Quelqu'un qui croyait aux secondes chances et à la possibilité de rédemption. J'avais changé,
endurci par la trahison en quelqu'un qui poursuivait les conséquences avec une efficacité impitoyable. J'avais gagné toutes les batailles juridiques, j'avais veillé à ce que Vanessa paie pendant des années, j'avais détruit ses perspectives professionnelles dans toute une ville. J'avais complètement gagné. Mais qu'avais-je gagné exactement? Je suis retourné à Portland le lendemain et j'ai passé le week-end seul dans ma maison, parcourant des pièces qui me semblaient à la fois familières et étranges. J'avais tout restauré à son état d'origine, remplacé ce qui avait été perdu. Mais quelque chose d'indéfinissable avait changé. La maison n'était plus un sanctuaire. C'était un monument à ce qui avait été pris et reconquis, un symbole de victoire qui semblait de plus en plus pyrrhique. Lundi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai débloqué le numéro de Vanessa et j'ai réécouté son message vocal. Sa voix, faible et vaincue, parlait de regret, de ne pas comprendre à quel point elle m'avait blessé, de se noyer dans les conséquences. Je l'ai écouté 3 fois, et la 3e fois, j'ai entendu quelque chose que j'avais manqué auparavant. Sous l'apitoiement sur soi et le désespoir, il y avait un remords sincère. Il était enfoui sous des couches d'excuses et de justifications, mais il était là. J'ai appelé mon avocat et lui ai demandé de préparer un document. Je veux restructurer l'accord de dédommagement, dis-je. Je veux réduire les paiements mensuels à quelque chose de plus gérable, et je veux inclure des dispositions selon lesquelles si elle effectue des paiements constants pendant 3 ans, j'envisagerai d'annuler le solde restant. Il est resté silencieux un long moment. Êtes-vous sûr? Vous avez gagné toutes les batailles juridiques. Les conditions actuelles sont exécutoires. J'en suis sûr, dis-je. Envoyez la proposition à son avocat. Précisez qu'il s'agit d'une offre unique. Si elle accepte puis viole les conditions, le jugement initial est rétabli dans son intégralité sans aucune autre possibilité de modification. Le document a été préparé et envoyé. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une réponse. Vanessa avait accepté les conditions. Inclus avec les documents juridiques se trouvait une lettre manuscrite. J'ai failli la jeter sans la lire, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. La lettre faisait 2 pages, écrite de l'écriture désordonnée de Vanessa. Elle n'était ni éloquente ni particulièrement perspicace, mais elle était honnête. Elle écrivait sur sa jalousie de mon succès, son ressentiment d'être toujours la sœur cadette en difficulté, son désespoir lorsque leur bail a pris fin et qu'ils n'avaient nulle part où aller. Elle écrivait sur le fait d'avoir fait des choix terribles dans un moment de panique, se convainquant que je ne m'en soucierais pas vraiment parce que j'avais tellement. Elle écrivait qu'elle comprenait maintenant, trop tard, ce qu'elle avait détruit. Elle écrivait sur le poids écrasant des conséquences, comment chaque salaire saisi et chaque candidature rejetée lui rappelait ce qu'elle avait fait. Elle écrivait qu'elle n'attendait pas de pardon, mais qu'elle voulait que je sache qu'elle comprenait enfin. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête pour la réconciliation. Peut-être que je ne le serais jamais. Mais je pouvais reconnaître qu'elle faisait enfin face à la réalité. Les conséquences que j'avais si soigneusement construites avaient fait leur travail. Qu'elle l'ait réellement changé ou simplement abattu, seul le temps le dirait. 3 mois plus tard, j'ai reçu le premier paiement dans le cadre du nouvel accord. Il est arrivé à temps, accompagné d'une brève note me remerciant pour les conditions restructurées. Le mois suivant, un autre paiement est arrivé, à nouveau à temps, et le mois d'après aussi. Vanessa respectait ses obligations, reconstruisant lentement une petite mesure de crédibilité. J'ai continué ma vie, atteignant de nouveaux jalons dans ma carrière et approfondissant mes amitiés avec des gens qui valorisaient l'honnêteté et l'intégrité. Ma relation avec ma mère est restée tendue mais civile. Nous parlions occasionnellement, évitant soigneusement les sujets qui pourraient raviver de vieilles disputes. Elle ne s'est jamais excusée d'avoir défendu Vanessa, et je ne me suis jamais excusé de m'être protégé. Certaines blessures, semblait-il, ne guériraient jamais complètement. 2 ans après l'expulsion, par une froide soirée de décembre, je quittais mon bureau quand j'ai vu quelqu'un debout près de ma voiture dans le parking. Mon cœur a bondi et ma main s'est instinctivement dirigée vers mon téléphone, prête à appeler la sécurité. Puis j'ai reconnu la silhouette. C'était Vanessa. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée, avec des rides autour des yeux qui n'étaient pas là avant. Elle a levé les mains quand elle a vu ma réaction. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes », dit-elle rapidement. « Je voulais juste te parler, juste 1 minute. » J'ai envisagé de monter dans ma voiture et de partir. J'ai envisagé d'appeler la sécurité quand même, mais quelque chose dans sa posture, vaincue et humble, m'a fait rester.
Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te remercier, dit-elle, et les mots semblaient lui coûter quelque chose, pour le plan de paiement restructuré. Je sais que tu n'étais pas obligé de faire ça. J'ai fait les paiements à temps. Je continuerai de les faire. Et je voulais que tu saches que je suis en thérapie, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, j'essaie d'être une meilleure personne. Je sais qu'il est trop tard pour arranger les choses entre nous. Je sais que tu ne me feras plus jamais confiance, mais je voulais que tu saches que j'essaie de changer. Je l'ai regardé un long moment, cherchant des signes de manipulation ou de malhonnêteté. Je n'ai trouvé que de l'épuisement et ce qui semblait être une humilité sincère. J'espère que tu réussiras, dis-je finalement. Pas pour moi, mais pour toi. Elle a hoché la tête, retenant ses larmes. Je suis vraiment désolé, Christina, pour tout. Je sais que le dire ne répare rien, mais c'est vrai. Je sais, dis-je doucement. Puis je suis monté dans ma voiture et je suis parti, regardant sa silhouette s'éloigner dans mon rétroviseur. Dans les mois qui ont suivi, les paiements ont continué d'arriver à temps. Vanessa a gardé ses distances, respectant les limites que j'avais fixées, mais par des canaux familiaux, j'ai appris qu'elle avait poursuivi sa thérapie, avait trouvé un emploi stable dans un domaine complètement différent et s'était séparée de Julian, dont l'incapacité à assumer la responsabilité de ses propres actions était finalement devenue trop lourde à supporter pour elle. Elle reconstruisait sa vie lentement, apprenant à vivre avec les conséquences de ses choix tout en essayant d'en faire de meilleurs. Vanessa et Julian ne se sont jamais complètement remis des conséquences en cascade de leurs actions. Les jugements du tribunal, les salaires saisis et la mise sur liste noire professionnelle dans la communauté de la santé de Seattle se sont combinés pour créer un plafond permanent à leurs opportunités. Les accusations d'évasion fiscale de Julian ont abouti à 18 mois de probation, des travaux d'intérêt général et un casier judiciaire qui lui interdisait de nombreuses possibilités d'emploi. Il a enchaîné les petits boulots, chacun payant juste assez pour couvrir les dépenses de base et sa part du dédommagement. Moins d'un an après l'expulsion, Vanessa l'a quitté, incapable de supporter le fardeau de son ressentiment et de son refus d'accepter ses responsabilités. Il est retourné vivre chez ses parents à Tacoma, un homme de 38 ans dormant dans sa chambre d'enfant, travaillant de nuit dans un entrepôt et passant ses week-ends seul. Vanessa s'en est sortie un peu mieux après le plan de paiement restructuré, mais les années de conséquences avaient laissé des traces. Elle passerait le reste de la trentaine à reconstruire son crédit, sa réputation et son estime de soi, portant toujours le poids de savoir qu'elle avait détruit sa relation avec sa seule sœur pour un moment d'égoïsme désespéré. Quant à moi, j'ai trouvé la paix non pas dans la vengeance, mais dans la réappropriation. Ma maison est redevenue un foyer, rempli de rires et de nouveaux souvenirs qui ont lentement éclipsé la violation. Ma carrière a prospéré. Mes amitiés se sont approfondies et j'ai réappris à faire confiance, avec prudence et sélectivité. Je ne me suis jamais complètement réconcilié avec Vanessa, mais je n'en avais plus besoin. J'avais fixé mes limites, imposé ma valeur et me suis prouvé que je n'accepterais d'être victimisé par personne, même pas par ma famille. Le parcours avait été douloureux, et il m'avait changé de manière à la fois bonne et difficile. Mais j'en étais sorti plus forte, plus clair sur qui j'étais et ce que je tolérerais. Certaines personnes apprennent par des conseils doux. D'autres ont besoin des dures leçons des conséquences. J'avais fourni ces leçons sans pitié. Et bien que le coup ait été une famille fracturée, je ne regrettais pas d'avoir veillé à ce que ma sœur comprenne enfin le poids de ses actions. En y repensant, j'ai réalisé que parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser de conforter quelqu'un dans ses pires impulsions, même lorsque ce refus ressemble à de la cruauté.